En observant l'univers et ses lois mathématiques, Pythagore s'est heurté à des conclusions inattendues. La diagonale d'un carré de côté 1 vaut racine carrée de 2, nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'écrire entièrement. La découverte du nombre d'or phi, autre nombre irrationnel, dévoile d'étranges propriétés et de mystérieuses intrications. De même que pour la musique, ultime exemple d'harmonie des sphères, Pythagore fonde une analyse basée sur de simples rapports numériques. C'est ainsi qu'il trébuche sur une nouvelle incompatibilité physique. La répétition de quintes successives ne peut boucler un cycle d'octaves. Ne pouvait-il ignorer la gamme tempérée qui résout ce mystère, faisant apparaître une nouvelle fois ce fameux racine carrée de 2 sous la forme de racine douzième de 2 ? Avait-il déjà perçu ce que plus tard certains physiciens ont appelé des flous ? Avait-il déjà observé l'existence de grandeurs physiques intriquées qui se manifestent par des multiples de quantités fixes et qu'on appelle aujourd'hui quanta ? Avait-il déjà pointé ce que plus tard les physiciens ont appelé la mécanique quantique ? Les conséquences du théorème de Pythagore et de la gamme pythagoricienne sont tout de même très fâcheuses. Faut-il en conclure que Pythagore s'est trompé ? Que la nature ne peut pas être décrite par des nombres entiers ? Que les lois régissant le monde ne sont pas une image de son harmonie, définie comme le rapport qui unit les parties au tout ? Pour répondre à cela, nous devons aborder un concept découvert au XXe siècle. Je souhaite vous parler d'une autre façon de voir la nature, avec ce que les physiciens ont découvert à travers les principes de la mécanique quantique. Vous verrez peut-être que Pythagore avait perçu la complexité d'une nature tout aussi harmonieuse, mais cependant basée sur la discontinuité, ce qu'il appelait lui-même le limitant et l'illimité. Commençons par la dualité onde-corpuscule, dont le concept est un des fondements de la mécanique quantique. La lumière, par exemple, se présente sous deux aspects complémentaires, soit une onde, soit un corpuscule. Quelle est la différence entre les deux aspects de la matière ? Oui, prenons deux exemples. Une bille pour un corpuscule et une vague pour une onde. La position et la taille du corpuscule peut être parfaitement localisée comme un volume en 3D, tandis qu'on ne peut pas localiser la vague, qui est d'extension infinie dans l'espace et dans le temps. Concernant son déplacement, la bille peut suivre une trajectoire avec une vitesse observable, tandis que la diffusion de la vague se fait en même temps dans toutes les directions. Le corpuscule est un objet dénombrable et séparable en objets distincts, plusieurs billes, tandis que l'objet vague est indénombrable, inséparable en objets distincts. D'accord, mais qu'est-ce qui permet de dire que la lumière est à la fois une onde et un corpuscule ? L'expérience des fentes de Young permet d'expliquer ce phénomène physique. Soit la lumière est un photon. Lorsqu'on envoie des particules à travers deux fentes, on détecte leur impact sur un écran comme un nuage de points. Elles arrivent n'importe où. Soit la lumière est une onde. Lorsqu'on envoie une onde à travers deux fentes, le passage par les fentes crée des interférences, des franges apparaissent sur l'écran. La lumière en tant qu'objet quantique est à la fois une onde et un photon. La même expérience fait apparaître à la fois des impacts comme avec les photons et des franges comme avec les ondes. Cette image est celle qu'on observe dans l'expérience des fentes de Young. Elle rend compte du fait que la lumière est à la fois une onde et un corpuscule. Mais le plus singulier arrive lorsqu'on ajoute une mesure. Si un observateur mesure par quelle fente l'onde passe, l'onde se réduit alors au niveau des fentes et ne passe plus par les deux fentes en même temps. Il ne peut plus y avoir d'interférences et de franges sur l'écran. L'observateur a modifié l'expérience par sa présence. Toute la mécanique quantique est présente dans cette expérience. Donc, il existe des états superposés. La lumière, par exemple, est à la fois une onde et un corpuscule. Bizarre. Comme si j'étais à la fois bol et moi-même. Impossible. Oui, c'est impossible. En fait, la mécanique quantique permet d'expliquer des phénomènes microscopiques, c'est-à-dire à l'échelle atomique. Mais les physiciens n'ont cessé depuis le début du XXe siècle de chercher une théorie
qui tiendrait compte à la fois de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Pour bien comprendre l'enjeu de ces différences, observons le paradoxe du chat de Schrödinger. Schrödinger a imaginé une expérience de pensée dans laquelle un chat est enfermé dans une boîte avec un dispositif qui tue l'animal dès qu'il détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif. Il imagine un détecteur de radioactivité type Geiger relié à un interrupteur provoquant la chute d'un marteau cassant une fiole d'acide cyanhydrique qui libérerait un gaz mortel. Si la probabilité indique qu'une désintégration a une chance sur 2 d'avoir lieu au bout d'1 minute, la mécanique quantique indique que, tant que l'observation n'est pas faite, l'atome est simultanément dans 2 états, intact et désintégré. Or, le mécanisme imaginé par Schrödinger lie l'état du chat, mort ou vivant, à l'état des particules radioactives, de sorte que le chat serait simultanément dans 2 états, l'état mort et l'état vivant, jusqu'à ce que l'ouverture de la boîte déclenche le choix entre les 2 états. Du coup, il est impossible de dire si le chat est mort ou non, au bout d'1 minute. Il est mort ou il est vivant, le chat ? Voilà tout l'apport de la mécanique quantique. L'affirmation « le chat est mort et vivant » est effectivement déroutante. Et notre intuition nous dit que la phrase « le chat est mort » et « le chat est vivant » sont chacune la négation de l'autre. Moi, il y a un truc que je comprends pas. On dit que la mécanique quantique, c'est pour expliquer l'infiniment petit. Mais là, c'est un chat. C'est gros. Oui, très bien observé, et c'est justement ce que veut souligner Schrödinger. Le passage à l'échelle macroscopique est le principal intérêt de cette expérience de pensée. Le but est surtout de marquer les esprits. Si la théorie quantique autorise le chat à être à la fois mort et vivant, c'est soit qu'elle est erronée, soit qu'il va falloir reconsidérer tous les préjugés. Et la mécanique quantique est un bouleversement de la pensée. Elle introduit des concepts complètement nouveaux. La dualité onde-corpuscule, par exemple, bouleverse la conception classique des lois de probabilité. Nous pensons que lorsqu'un événement peut se produire de 2 façons différentes, incompatibles l'une avec l'autre, alors les probabilités s'additionnent. Par exemple, si j'ai 3 chances sur 4 d'avoir mon examen, alors j'ai 1 chance sur 4 d'échouer. Eh bien non, tel n'est pas le cas en mécanique quantique. La probabilité d'un événement est liée à une amplitude de probabilité susceptible d'interférer, y compris de façon destructive. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir mon examen n'est plus du tout déterminée par un pourcentage. On parlera d'une densité de probabilité calculée par une fonction, et la probabilité de ne pas l'avoir ne peut pas être déduite de celle de l'avoir eue. J'ai pas compris. Tu crois qu'on peut l'avoir, notre bac, ou pas ? Je ne suis pas sûr, mais on dirait que rien n'est vraiment déterminé. Ne vous inquiétez pas trop, on considère actuellement qu'on ne peut pas observer ce comportement à l'échelle macroscopique. Mais il y a un autre comportement encore plus curieux et plus déroutant. C'est celui de la superposition quantique. En gros, c'est la possibilité que le chat de Schrödinger soit à la fois mort et vivant. Le chat peut être dans 2 états superposés dans lesquels il cumule plusieurs états classiques incompatibles. Regardons cette image en projection. Ce cylindre peut avoir l'apparence d'un cercle ou d'un rectangle, qui sont 2 figures incompatibles. Nous pouvons dire que ceci est vrai ou que ceci est vrai, mais que ceci est la vérité. Donc, pour le chat de Schrödinger, les 2 états mort-vivant sont superposés et l'observation provoque en revanche la réduction à un seul état. Absolument. Et il existe quelque chose d'encore plus déroutant, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Qu'est-ce qu'il dit ? L'intrication ? C'est quoi ce truc ? L'intrication quantique ou l'enchevêtrement quantique est un phénomène dans lequel 2 particules forment un système lié et présentent des états dépendants l'un de l'autre, quelle que soit leur position et la distance qui les sépare. Ce phénomène est très curieux, puisque dans des systèmes intriqués, une modification de la particule A influencera instantanément les propriétés de la particule B, même si celle-ci se trouve à l'autre bout de l'univers. Einstein ne croyait pas à cette intrication quantique et parlait d'action fantôme à distance. Donc 2 objets quantiques peuvent être liés de sorte que si l'on connaît
l'état de l'un, on peut connaître et déduire l'état de l'autre. C'est quoi ce truc dément ? Eh bien oui, depuis les années 1970, de nombreuses expériences ont validé ce phénomène sur des distances de plus en plus grandes. L'intrication quantique a des applications potentielles dans les domaines de l'information quantique, tels que la cryptographie quantique, la téléportation quantique ou l'ordinateur quantique. Oui, mais au départ, nous cherchions à comprendre ce qui empêchait Pythagore d'être satisfait de toutes ces découvertes. Ce que Pythagore avait peut-être pressenti, c'est que la nature semble rejeter les phénomènes continus. S'il avait connu Max Planck, il aurait su que même l'infiniment petit a ses limites. Max Planck a découvert que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement se font par paliers. Découvrant cette discontinuité, il a dû abandonner une description continue du rayonnement. Il donnera plus tard le nom de quantum à cette quantité. Ce fut le début de la physique quantique. La continuité n'est qu'une illusion produite par une série de sauts réguliers, très petits ou observés de loin. Ainsi, le spectateur de cinéma, par exemple, a l'illusion de la continuité des images parce que les photos sont passées suffisamment rapidement pour qu'il ne les distingue pas une par une. Le cerveau établit la jonction qui laisse croire à la continuité de la même manière qu'il l'établit pour des points ou des segments suffisamment proches. Ainsi, à grande échelle, le quanta de Planck est beaucoup trop petit pour être distingué un par un. D'où la réalité macroscopique telle que nous la connaissons. Au robinet, nous croyons également apercevoir un jus continu, mais les molécules arrivent une par une. Les rectangles d'or de Pythagore sont une image quantique de l'harmonie des proportions. Et le nombre d'or phi, une quantité quantique, un quantum, dont les puissances marquent des niveaux successifs. De même que la musique ne semble pas accepter une évolution continue calculée sur la base harmonique de la quinte. La 12e quinte ne retombe pas sur le Do et provoque un son disharmonieux, la quinte du loup. D'où la nécessité de calculer une gamme tempérée avec une valeur de racine 12e de 2, qui correspond à un quantum de base, répété 12 fois pour tomber juste à la 7e octave. Ainsi, les nombres irrationnels racine carrée de 2 et phi seraient à Pythagore ce que la constante de Planck est à la physique quantique. Baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'll leave you when the summertime